Bonjour, merci au Congrès We Are de m'avoir invité à vous parler de triage. Alors, sujet pas tout à fait différent du précédent, puisque j'ai hâte, moi, que l'IA vienne nous aider pour le triage, notamment au niveau individuel pour le patient, mais avec la prise en compte aussi des flux qui nous permettront d'accueillir ces patients en réanimation. Alors, pas de conflit d'intérêt avec le sujet, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est tabou, en fait, dans ce sujet? Est-ce que c'est le sujet en lui-même qui évoque forcément des pénuries? Aujourd'hui, on doit à nos patients, de manière individuelle, tout ce dont il a besoin. Or, le triage va être impacté par les moyens qui vont manquer, et donc ça renvoie tout de suite aux pénuries. Est-ce que c'est le terme de triage qui en lui-même aussi porte la notion de choix? Et comme vous le savez, ben, choisir, c'est renoncer pour nos patients, soit temporairement, quelques heures, une dizaine d'heures, soit définitivement. L'organisation du triage, à un moment donné, il va falloir être transparent vis-à-vis du patient, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de sa famille. Donc tout ça, ce sont des données extrêmement importantes. Et puis en réanimation, bien sûr, aujourd'hui, avec la crise Covid, la crise du Covid, on a bien vu qu'il y avait la réanimation physique avec les lits en dur, et puis il y avait les zones éphémères, hors les murs, ou un espace de soins avec une certaine intensité thérapeutique qui permettait d'attendre justement ces heures-là. Alors c'est surtout un problème de terminologie au niveau tabou. Et aujourd'hui, tu sais qui, celui toi dont tu ne dois pas prononcer le nom, eh bien c'est, y compris dans des hôpitaux militaires qui ont cette culture en opération, on n'en parle pas et c'est extrêmement difficile à aborder, y compris aux différentes phases de la crise, que ce soit au staff, entre médecins, avec l'équipe soignante, avec les directions. Quand en réunion de crise, on commence à aborder ce terme, y compris dans les hôpitaux militaires, mais de quoi il parle? On est à Toulon, non, on ne va pas en parler, on verra plus tard. Et puis avec les patients et leurs familles, c'est bien sûr extrêmement délicat. Donc le triage, c'est un problème de terminologie et l'histoire nous l'a montré récente. Ici, vous avez les recommandations qui sont sorties à partir de mars 2020, produites par les différentes sociétés savantes. Premier papier, je les ai classés par ordre chronologique. Le premier papier, c'est un papier où le terme est priorisation, 0 fois le mot triage dedans. Le deuxième papier, également SRLF, on est un peu plus tard, on est en début avril 2020, le triage n'est pas cité une seule fois dans ce papier. On tourne autour, voilà, il ne faut pas citer ce nom-là. Papier de l'ASFAR avec le service de santé des armées, j'ai compté 3 fois le mot triage. Et enfin, en novembre 2020, deuxième vague, là le Conseil national d'éthique sort un très beau texte, et là, pour la première fois, dans un texte grand public, 6 fois le mot triage. Donc vous voyez la progressivité de s'habituer à un mot qui effectivement est tabou. Pourtant, quand on regarde la littérature, alors est-ce que c'est français, franco-français, je ne sais pas, mais la spécialité a fait la une des grands journaux pendant 18 mois, elle le fait encore régulièrement. Mais quand on s'intéresse à PubMed, triage SARS-CoV, triage Covid, alors que nous, on a écrit dans des documents 2, 3, 6 fois le terme, eh bien dans la littérature, vous voyez l'explosion en 2020, c'est quasiment 1000 papiers sur triage et Covid. Donc il y a eu une progressivité mais qui a mis du temps en France. Et puis, troisième vague, Paris, donc on est 1 an après, 12 mois, hein, là, effectivement, la situation est telle que on va devoir expliquer les conditions dans lesquelles on travaille, et dans la presse, donc là, c'est les 41 directeurs de crise de l'AP, qui vont, pour le grand public, définir finalement ce que c'est le triage, le tri, pour aider à comprendre qu'on va passer d'une dimension médicale individuelle, ce contrat, ce colloque singulier entre le médecin et son patient, à un colloque pluriel ou collectif. Donc on ne pourra pas prendre tout le monde, et donc on va raisonner, je vais
Je vais venir après sur de manière collective. Donc oui, le tri annonce du tri. Et puis on est encore un peu plus loin, on est 6 mois plus tard, là on est au cœur de l'été 2021. Et en Martinique, là encore, la situation est telle, dans une zone insulaire, des moyens limités qui sont dépassés, donc une situation vraiment réelle d'afflux. Là encore, dans la presse, on va voir des choses qu'on n'avait pas vues pendant toute l'année précédente, avec des critères de triage plus durs, aidés par cette communication qui, collectivement, nous fait rentrer la discipline, sans doute, à la fois dans l'histoire, mais dans notre histoire. C'est-à-dire que, parce que nous transmettons ça militaire entre nous depuis des siècles, quelque part, sur les champs de bataille avec des moyens limités, pour notre spécialité, l'année qu'on vient, les 18 mois qui viennent de se passer, et sans doute pour l'avenir, nous avons reçu finalement des éléments de référence pour lesquels ces situations nous aideront si la situation devait se replacer. Alors cette crise a été aussi, comme vous le savez, l'occasion de nous révéler en tant que spécialité d'anesthésie-réanimation au grand public et de faire part de... J'ai dû sauter une diapo, voilà. De connaissance des réanimations et du bloc opératoire, avec nos rythmes, nos organisations, les équipes soignantes, nos relèves, nos machines, nos dispositifs d'oxygénation, avec des articles dans la grande presse sur l'oxygénation au débit, c'était voilà. Et puis nos contraintes et des capacités qui progressivement, pour la population, pour le domaine public, a sans doute contribué finalement d'abord à témoigner de la difficulté de ce qu'on rencontrait et peut-être préparer sur ce qui allait à venir. Les dilemmes éthiques, on le sait, ils sont quotidiens, mais à petite dose souvent, ou individuels. Ils dépendent de la densité de lits de réanimation peut-être, ils dépendent des flux qui impactent nos services. Et donc régulièrement, eh bien, on a ces éléments éthiques de priorisation, de réanimation d'attente, ou pas, et qui nécessitent un certain temps, car il faut prendre en compte les différents éléments, ce qui va régulièrement manquer en cas de crise, et notamment si l'afflux des blessés est important. Alors le off de tout ça, c'est quand même, c'est aussi plutôt la pression sur les lits. Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas est-ce qu'on a des capacités est-ce qu'on a anticipé comment on fonctionne finalement d'habitude? Parce que il y a bien sûr son hôpital, et puis on peut avoir des chefs de service, ou en tout cas des directions qui vont raisonner de manière avec des segments économiques, taux d'ouverture, taux d'occupation, l'ADMS, tout ça, ce sont des données du quotidien qui vont être révélées quand l'afflux de blessés va arriver, ou l'afflux de malades va arriver. Ça, c'est certain. Alors, une question comme ça, c'est dans vos réanimations, si vous avez, admettons que vous avez une réanimation de 16 lits, quand il y a 3, 5, 6 places de vide, et que des patients peuvent encore sortir, pour des raisons, on va dire, conjoncturelles, qui continue à faire sortir des malades? Ou qui attend un jour, 2 jours, on attend pas. Qui continue à faire sortir des malades alors qu'il y a beaucoup de place? D'accord. Bon. Un petit 5e. La cause du triage, c'est d'abord l'étiologie du triage, c'est l'afflux massif. Donc c'est lorsque les capacités de soins sont débordées. Donc c'est très personnel comme notion. C'est vraiment mon unité. Quand on est en opération, c'est combien j'ai de tables chirurgicales. C'est mon us. Est-ce que d'habitude je fais des soins avec une intensité proche de la réanimation ou pas? C'est donc l'impact. C'est donc vraiment, il n'y a pas de... La définition, elle est liée au flux des patients. C'est donc une capacité de lit, mais aussi de compétences,
qui est débordé. L'objectif, c'est repris dans, j'ai indiqué donc la tribune des directeurs de crise de la paix. Vraiment, comme disent les anglo-saxons, c'est faire do the most for the most. Donc la logique qui est habituellement individuelle va devenir collective, au titre de l'efficience des moyens qui sont en pénurie. Alors, une petite pause sur pour faire quand même le distinguo entre des critères de triage, on va dire militaires ou traumatologiques, et puis des critères de type épidémique. Dans les deux cas, il s'agit de choisir le meilleur ratio gravité-efficacité. Si, comme je suis projeté en opération, mon nombre de tables opératoires est limité, une ou deux, vous comprenez qu'il faut que je sois sûr que l'hélicoptère qui m'amène les blessés m'ait bien amené les plus graves, d'une part, et que les blessés que j'ai, je choisisse, que je priorise, et donc que je fasse un triage pour engager ma seule table d'opération, ou deux, pour les blessés les plus graves. Si j'engage ma table d'opération avec une plaie de l'abdomen, mais d'un malade éminemment stable, ou une fracture balistique du fémur, et que l'hélicoptère qui arrive après m'amène un blessé hémorragique instable, ma table est engagée, j'ai perdu. Donc, on raisonne en lésions vitales, puis en lésions fonctionnelles. Dans les lésions fonctionnelles qui sont prédominantes, il y a les lésions de la face, notamment ophtalmologiques, ou les lésions des mains. Ça, c'est essentiel. En épidémie, et puis l'utilisation de ce secteur traumatologique, de la table, va être finalement assez court. On sait que, voilà, au bout d'une heure et demie, je vais pouvoir libérer. L'engagement en termes d'épidémie, notamment dans l'infection à SARS-CoV-2, c'est que les lits de réanimation, quand ils sont engagés, ils le sont pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc là, le raisonnement va intégrer le terrain du patient pour, non pas seulement l'âge, j'y reviendrai, mais surtout le terrain du patient, puisque je veux, comme le raisonnement vital fonctionnel, je souhaite être certain que je vais bien utiliser mon lit de réanimation. J'en ai pas beaucoup, donc je souhaite qu'il soit efficace. Et donc cette notion qui d'habitude, et c'est normal, de réanimation d'attente pour voir si notre traitement est efficace, éventuellement, et puis d'attendre en fonction de l'apparition, par exemple, de dysfonction d'organes, et puis d'avoir ou pas limité les soins. Mais tout cela prend du temps, et en période d'afflux de blessés, on n'a pas de temps, les moyens sont limités, donc il va falloir s'engager. Et la difficulté de l'infection à SARS-CoV-2, de la Covid et de son SDRA, c'est que finalement les critères prédictifs, notamment dans la première année, étaient finalement assez faibles pour pouvoir décider. Trop de patients, faire le mieux pour le plus grand nombre. Et donc, ce qu'on a découvert ou redécouvert, c'est qu'en cas d'afflux, et c'est la grande difficulté, c'est qu'on doit soigner différemment. On doit faire différemment de ce qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est compliqué, parce que ça touche les médecins, les équipes soignantes. On est impacté par ça. C'est comment on est impacté par ça, parce que comme on fait différemment, on a le ressentiment, et il est normal, de pas bien faire, de mal faire, puisqu'on ne fait pas comme d'habitude. On va baisser sa qualité. Et donc le soigner différemment comporte, on va dire, 3 aspects. La création de nouveaux parcours patients, et ça, je ne vais pas m'étendre dessus, mais ce sont les réanimations éphémères, l'oxygène à haut débit en pneumologie, tous ces systèmes qui, pour chaque établissement, s'imprégnant de l'expérience des autres, ont pu être déclinés. Le deuxième aspect, c'est de renoncer à une partie de ce qu'on sait faire. Ça, c'est particulièrement vrai en
en traumatologie et en cas d'afflux massif de blessés. Si j'ai plusieurs lésions vitales à opérer, que le chirurgien sait faire, par exemple, cette réparation vasculaire complexe d'un délabrement de membre, il saurait le faire s'il y avait qu'un blessé, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs blessés à opérer, dont des blessés hémorragiques, et donc alors qu'il saurait le faire, eh bien pour des raisons collectives, on va décider d'amputer ce membre qui aurait pu être réparé. Donc voilà par exemple les éléments de renoncement qu'on peut avoir à faire en termes de triage. Le renoncement de ce qu'on sait faire aussi, c'est en termes de qualité, notamment de ce qu'on a vécu dans nos équipes, c'est chacun dans nos équipes, on a des médecins plus focus par exemple sur la ventilation qui vont nous aider à devenir performants avec différents modes et une façon de faire. Voilà. Quand on va intégrer des personnels médicaux, eh bien, la bascule APRV, VS, les différents modes, des gens qui d'habitude ne travaillent pas en réanimation, est plus compliqué. Quand on intègre des infirmiers ne travaillant pas habituellement en réanimation en soins critiques, eh bien, les exigences qu'on avait avec ces équipes, on se rend compte assez rapidement que eh bien, on ne peut pas obtenir les mêmes résultats. Et c'est normal, parce que dans l'afflux, comme les moyens sont dépassés, il faut accepter une forme de dégradation de la qualité pour le plus grand nombre. Donc on a tous été crispés hein, dans tous ces mois par des dialyses qui pètent alors que ça pète jamais, des accidents de DV, voilà, un certain nombre de choses, de complications peut-être inhabituelles dans nos fonctionnements qui se sont révélées parce qu'on avait intégré, et c'était normal de les intégrer, et c'était normal parce que c'était pour le plus grand nombre, de changer le moins possible, mais quand même un peu, sa façon de travailler. Et puis, bien sûr, c'est le sujet, les critères de triage qui sont importants. Donc ça, je vous l'ai dit. Donc voilà, le soigner différemment dans les flux, c'est à l'échelle d'un hôpital, c'est la figure en haut à gauche, donc des nouveaux circuits, réa éphémère, 1, 2, secteur médical, secteur de pneumo, les zones d'attente, les zones de sortie, voilà, donc ça c'est à l'échelle d'un hôpital. On peut avoir ici, donc je vous ai mis le tableau quotidien de la RS-PACA où on remplit notre occupation, donc les interactions dans le GHT, les interactions avec les départements limitrophes, et puis même au niveau national, on a eu, et non. Comme vous le savez, les résultats du triage, en fait, il a fallu choisir tous ces patients qu'on a mis dans des avions ou des trains. Le triage, je vous l'ai dit, meilleur rapport gravité-efficacité. Utiliser des critères de priorisation pour en faire un langage commun, donc un langage commun d'intensité de soins, assez simple, qui puisse se transmettre lors d'une relève dans les équipes, donner la priorité de traitement à certains et moins à d'autres. Et puis c'est extrêmement dynamique parce que une décision du moment peut, au cours de la demi-journée suivante, changer. Donc le triage, c'est éminemment le lieu de la non-posture. Voilà. Il ne peut pas y avoir de posture quand on trie. Ce qu'on fait le jour J, peut-être que le lendemain, on ne pourra pas le faire. Ou un patient qu'on a refusé, le lendemain, le même type de patient, on pourra le prendre. Voilà. Parce que c'est éminemment dynamique. Et puis parfois, comme vous le savez, il faut renoncer, puisque c'est choisir. Et donc soit temporairement, soit parfois définitivement. Se préparer, ce qu'on n'aura pas réussi à faire, bien sûr. Se donner
un cadre pour éviter l'arbitraire. Donc ça, c'est extrêmement important de communiquer dans l'équipe, de se mettre d'accord sur quelle est la typologie de patients qu'on met dans tel secteur, quel est le flux qu'on choisit, quels sont les mouvements, qui on informe, qui sont les relais, médicaux, cadres. Donc ça, c'est extrêmement important. Le sujet, je vous l'ai dit tout à l'heure sur le off, là, effectivement, il faut commencer à en parler tôt parce que c'est un sujet tabou, hein, vous l'avez compris. Réunion de crise, staff, équipe, même si on souhaite bien sûr finalement le faire sous la contrainte. On est bien d'accord que le triage c'était quelque chose qui se fait sous la contrainte, et quand la contrainte était extrêmement forte et visible, sans espace d'alternative, eh bien on arrive à cette priorisation. Ah zut, excusez-moi. C'est bien sûr un défi éthique où c'est inclus dans les 4 piliers essentiels de l'éthique, hein, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. Ici, on est surtout bien sûr dans la justice distributive, puisqu'on a dit, on a reconnu que il y avait une pénurie de moyens, qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde, que ces moyens qu'on avait, on voulait les utiliser de manière le plus efficace possible, avec la plus grande certitude possible. Voilà. Donc ça, c'est un élément essentiel de cet aspect éthique. Il faut... alors, en raisonnement, il y a eu des grandes différences. Quoi, des grandes différences? Oui, il y a des différences entre les différentes recommandations. La première, c'est surtout de maximiser le nombre de vies, puisqu'on a dit que c'était un enjeu collectif. Donc c'est le nombre. Et certains, notamment les recommandations le papier de l'ASFAR, c'était pas de recommandation, mais le papier de l'ASFAR d'avril 2020 a indiqué sur le nombre d'années de vie. Voilà. Donc on comprend indirectement qu'il s'agissait du choix des patients les plus jeunes. Il faut décider de manière individuelle. Donc là, on retrouve le colloque singulier parce que c'est éminemment dynamique et encore une fois, ça change d'un moment à l'autre. Le processus décisionnel, alors il va falloir ça va être la diapo d'après, mais sur le... Alors les éléments, on va dire, liés un peu à l'infection SARS-CoV, ça, on le sait bien, c'est que il y a, pour avoir pas la certitude, mais d'engager des moyens vers le succès, il faut être moyens limités, on veut que ça marche. Donc c'est la raison pour laquelle probablement que les réserves physiologiques, sans parler d'âge, mais les réserves physiologiques, eh bien, vont être des éléments de décision importants. Et on sait bien que même un patient en forme, aujourd'hui on a des vieillards, voire des grands vieillards qui ont des activités physiques, intellectuelles, et quand l'infection est là, que les familles nous le disent, on sait bien, nous, et ça rejoint les éléments de physiologie qu'on disait ce matin, mais on sait bien, nous, que bien qu'il y ait toutes ces activités, le nombre de néphrons est bien diminué, la sarcopénie est déjà là, même si elle est masquée par l'activité, le nombre d'alvéoles pulmonaires également a diminué, et donc encaisser les soins de réanimation qui comprennent une sédation, du ventral, un certain nombre de choses. On sait très bien que ces patients vont avoir beaucoup de mal à sortir d'un séjour de soins de réanimation intense. Et donc on a ces éléments en tête, bien évidemment.
volonté du patient, parfois, ça on l'a tous vécu dans nos équipes. Voilà, partager, transmettre les éléments utiles. Donc ça c'est important, ça a été proposé aussi par le papier LASFAR. C'est important que dès les urgences, en tout cas c'est comme cela qu'on l'a fait dans notre établissement, qu'on recueille des éléments pour que la nuit, l'équipe de garde, pour un patient qui est là depuis 10, 12 jours, eh bien, on sache ce qui a été collecté au cours du séjour. Dès les urgences, on peut avoir des éléments importants donnés par la famille, donnés par le patient. On va avoir des éléments complémentaires au cours de l'hospitalisation, des dysfonctions d'organes, une évolution de la volonté. Donc il est important, et ça, on a eu, en tout cas dans notre établissement, du mal à faire finalement écrire les médecins aux urgences ou en service conventionnel, parce que, là encore une fois, on l'a dit, c'est dans le titre, c'est que c'est un sujet tabou. Donc la limitation, l'écrire, mais non, peut-être que voilà, la participation est difficile. Mais il me semble important d'avoir une fiche qui, chez nous, était ensuite scannée, disponible dans le dossier du patient de l'hôpital. Alors, qui réalise le triage? Alors, il n'y a pas toujours besoin d'un MAR, vous le savez bien, hein, quoi de plus crispant quand une situation caricaturale, médicale ou liée à l'âge, on est appelé aux urgences, il n'y a pas toujours besoin d'un MAR pour arrêter des soins ou les limiter, bien sûr, ou admettre en réanimation. Donc ça, c'est le quotidien, mais encore plus en période d'épidémie. L'équipe mobile a son utilité, hein, cette équipe mobile un peu volante, qui n'est pas impliquée dans les soins, mais qui va connaître ou se faire une idée des différents flux dans son hôpital, voire dans sa région, pour communiquer avec les réa d'à côté. Donc ça, c'est une équipe plutôt détachée des soins, mais la nuit, bien sûr, c'est pas possible, mais en tout cas en journée. Et puis, à un moment donné, il faut que, pour éviter l'arbitraire, qu'il y ait un élément de collégialité important avec équipe soignante, médecin, un petit dénominateur pour que la décision ne soit pas isolée. Non-admission en réanimation, bon, bah, continuer à prendre soin du patient, ça c'est les bases de l'éthique évidemment. Limiter les soins ne signifie pas de médecine. Voilà, c'est pas parce qu'on a dit qu'on ne prenait pas ce patient qu'on ne peut pas soigner son OAP alors que il avait une infection à SARS-CoV, qu'on ne peut pas débuter une antibiothérapie, qui lui évitera de revenir en réanimation. Donc ça, c'est important, on l'explique régulièrement. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une limitation de soins qu'on ne fait pas de médecine, donc ça, c'est essentiel. On va réévaluer les choses, parce que ça varie d'un moment à l'autre. L'engagement des ressources et les ressources elles-mêmes, leur disponibilité varie d'un jour à l'autre, dans tout type d'afflux. Et puis, ça je me répète, mais le caractère dynamique du triage et des situations est très important. Encore une fois, on peut faire le jour J ce qu'on ne pouvait pas faire la veille. Donc ça, c'est une position anti-posture, bien sûr. Et puis il y a une prise en charge à organiser, soit au besoin, soit de manière continue, en fonction de peut-être la jeunesse des équipes ou la variabilité des équipes, notamment pour les personnes venues en renfort, de proposer un suivi ou mettre à disposition plutôt des éléments de suivi psychologique. En conclusion, eh bien, le triage, ça a un impact majeur pour permettre de soigner le plus grand monde dans une situation qui déborde nos capacités. Ma réanimation, ma ville, ma région, j'allais dire mon pays, qu'elle est intrinsèquement liée, se soigner différemment va impacter la création de nouveaux parcours de patients, va conduire au triage, à cette priorisation.
et que localement, on a à choisir un cadre en s'aidant de ce que nous disent les sociétés savantes pour choisir les éléments collectifs et surtout éviter l'arbitraire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je réponds à vos questions.